il reste un peu de courage. Là, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Même si c'est assez amusant. Elle a 43 ans, elle est hôtesse de l'air. En 96, tuméfaction du pied. C'est une longue histoire. Tuméfaction du pied gauche. Le radiologue vous met diagnostic d'hématome. Alors elle s'est cognée sur Air France, en distribuant ses plateaux, elle a du mal à marcher. Ça gueule. Hématome de grade 2. Hématome de grade 3. Le radiologue, forcément, quand le radiologue met une suspicion d'hématome, que va faire cette mannequin hôtesse de l'air? Elle va aller voir un chirurgien. Il dit, regardez, je me suis blessé dans l'avion, j'ai cogné contre une bombe. J'ai ça sous le pied. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui si cette patiente vient en consultation? Chirurgie d'emblée, chirurgie suivie de radiothérapie, biopsie sous scanner aussi de fonction, amputation, surveillance de l'hématome. Amputation. Je pense que si on l'avait amputé, elle serait encore guérie aujourd'hui. Ça, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on fait? Biopsie. Évidemment, elle a été opérée d'emblée. Sinon, je vous la présenterai. De temps en temps, ça fait du bien quand on mange un topo, un peu tout ce qu'il ne faut pas faire à des chirurgiens, parce qu'ils se reconnaissent. Ils se rappellent des patients qui sont comme ça. Une chirurgie d'emblée sur une tumeur qui, vous avez vu, au bout de la bouche plantaire. Bon. La gueule, l'activité. Et c'est un synovialosarcome. Alors maintenant, si on avait fait le diagnostic avant, vous auriez fait quoi? C'est pas si simple, hein. Vous expliquez quoi, toujours pareil. Chimiothérapie première, perfil d'événement. Et là, on est dans une situation dramatique. Elle a 45 ans, elle est belle comme le jour, elle allait très bien jusqu'à quelques chirurgiens, il gratouille la voûte plantaire. C'est-à-dire qu'il en fout partout. On va faire une exérèse R0, voire même une exérèse R1 au niveau des pieds, c'est difficile. Donc c'est une exérèse R1 et R2, vous avez regardé le compte rendu, évidemment la pâte est en miettes. Quand un anapathe, il y a plusieurs nodules qui sont arrivés, c'est pas le chirurgien qui s'est amusé à découper la tumeur une fois qu'il l'a retiré en monobloc. Hein. Il a vraiment tiré au doigt, en même temps c'est plus long, il a retiré un nodule, il a fragmenté la tumeur. Donc il y en a dans tout le pied. Juste pour vous montrer les premiers résultats de ce que vous a montré Olivier tout à l'heure sur le réseau UNESARC, c'est la discussion de chaque nouveau cas incident en RCP national, dans l'un de nos centres de référence. Les premiers résultats commencent à sortir. Vous voyez que ça, c'est des patients, c'est le devenir des patients qui ont une prise en charge, on va dire, relativement optimale dans les centres de référence où il y a 50% de chirurgie R0 et que 7% de chirurgie R2 dans les centres NESARC, alors que les patients qui sont opérés de façon non optimale, où il n'y a pas eu de biopsie avant, qui sont opérés hors centre de référence, taux de R0 est de seulement de 25% et 21% de R2. Les premières courbes qui commencent à montrer l'impact de la prise en charge initiale sur la survie globale. Les patients ils commencent à connaître ces courbes-là. Donc ils savent très très bien quelles sont les recommandations internationales. Il y a de plus en plus de plaintes pour les sarcomes localisés, potentiellement curables, sur papier. Si ça touche votre enfant de 25 ans qui est saboté par un chirurgien en ville, gratouillé la pièce opératoire et les cliniques morales, vous pouvez porter plainte, il y a des grandes chances que vous gagnez votre procès. Il y a de plus en plus d'expertise sur le domaine. Donc c'est important la prise en charge initiale. Alors qu'est-ce qu'on fait avec elle? Pleurer avec elle. Toujours l'amputation suivie de chimiothérapie, parce que tout d'un coup elle est passée d'une tumeur bénigne, un hématome, à un synovialosarcome. On va aller sur internet, synovialosarcome c'est quand même pas très bon. Ça fait partie, c'est l'opposé des liposarcomyxoïdes. Les synovialosarcomes c'est toujours de grade. Il n'y a pas de synovialosarcome de grade 1. Si vous voyez synovialosarcome de grade 1, je vous conseille de faire relire assez vite. C'est synovialosarcome de grade 2 ou grade 3. Majorité de grade 3. On est en situation de xérèse incomplète. S'il faut reprendre la chirurgie d'exérèse,
je l'ai dit tout à l'heure, ça va être encore R1, voire R2. Souvent, ces patients-là, le pied, c'est pas si simple. Ils peuvent à peine mettre le pied par terre, la cicatrisation est à peine fraîche. Reprendre le lit opératoire, pour faire quoi? Pour gratouiller, le mal est fait. En fait, la patiente a une sarcomatose plantaire. Il y a mis des signes tumorales dans toutes les gaines, les tendons. En effet, on peut pleurer avec elle, parce que le mal est fait. C'est pas facile de faire une amputation suivie de chimiothérapie, mais c'est presque ce qui... Ça se discute encore aujourd'hui en RCP. Une radiothérapie exclusive, en espérant jouer sur la carte, on va retarder la reprise évolutive qui va être systématique. On n'a jamais guéri localement, contrôlé localement une maladie avec une XRS R1, R2 sans rien faire derrière. Chimiothérapie première, reprise d'exercice si possible, suivi de chimiothérapie. Je pense que là, pour le coup, si on veut vraiment guérir la patiente, mais c'est pas facile de le faire en RCP à ce moment-là, faire amputation suivie de chimiothérapie, je pense que ce qui aurait lui apporté le plus de chance. Reprise d'exercice si possible, ça c'est une discussion cas par cas. Faites déjà de toute façon, la première chose à faire quand vous êtes opéré hors centre, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous lui redonnez rendez-vous, c'est de refaire une IRM. Dans le mois qui suit, une XRS R2, vous avez un reliquat tumoral. Donc souvent, à ce moment-là, on fait une chimiothérapie première ou une ILP, puis de nouveau une chirurgie si elle est techniquement faisable, et une radiothérapie post-op. Évidemment, elle a été traitée comme ce qu'il ne fallait pas faire. Elle avait une radiothérapie occlusive sur un reliquat micro-macroscopique. Tout le pied était 60 degrés sur le lit tumoral. Juin 2006, c'est là où on commence à la voir arriver. Je sais savoir c'était en quelle année? 96 au début? Oui. 96. C'est un dossier intéressant. Donc 10 ans plus tard, elle marche sur son pied, je ne sais pas si elle continue à travailler, mais elle a un pied encore plus ou moins, met le pied dessus. Elle marche sur son pied. Découverte lors d'un bilan d'extension d'une masse abdominale, ils lui font d'emblée une laparotomie et une duodéno-pancréatectomie céphalique. Je pense que peut-être la même équipe chirurgicale. Et à l'histologie, prolifération tumorale à cellules fusiformes de haut grade, CD117, c'est quoi le CD117? PIT. Ça sert à apprendre. CD34 négatif, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a 70% d'équipes qui sont des GIS qui sont CD34 positifs et 30% qui sont CD34 négatifs. On ne sait pas très bien à quoi ça sert. C'est une tyrosine phosphatase à la différenciation. Donc, plus une tumeur est indifférenciée, plus elle exprime le CD34. Mais on ne sait pas vraiment à quoi ça sert. Et on me l'envoie, c'est là où l'appareil. On me l'envoie pour me dire tiens, tu viens d'avoir du Glivec, je sais, en 2006, au début, pas le tout début, mais on me l'adresse comme ça, histologie, prolifération tumorale, après l'exérèse par DPC d'une masse duodéno-pancréatique, et on me l'envoie avec le diagnostic de GIST, et on me l'adresse pour une inclusion dans la thérapeutique. Qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est la vraie vie, ça m'est arrivé. Donc, il arrive une femme qui a été opérée R2 d'un synoviosarcome, radiothérapie exclusive sur les tumorales. 10 ans après, revient avec une masse abdominale et on me l'adresse pour commencer l'imatinib. Alors vous incluez dans l'essai thérapeutique de l'imatinib. L'imatinib hors protocole, parce qu'on me l'avait adressé pour un protocole, mais quand on a un synoviosarcome et un GIST, toujours dans l'essai thérapeutique. Vous faites relier à la lame de 96 et 2000 oui. Tout le monde. Et vous demandez un bilan d'extension. On est d'accord. Là, il y a un doute. C'est rarissime, voire exceptionnel qu'une même personne développe 2 tumeurs mésenchymateuses. Ça nous est arrivé, on en a quelques-uns. C'est les syndromes de Li-Fromini, des patients qui naissent avec une anomalie constitutionnelle de la P53, c'est un des allèles qui manque. Donc c'est des patients qui développent plein de tumeurs différentes, y compris les sarcomes et les tumeurs cérébrales, des leucémies, des hémopathies, des cancers du sein, mais aussi possiblement 2 sarcomes à 2 endroits différents. Sinon, c'est impossible qu'un homme ou une femme normalement constituée développe
deux sarcomes d'histologie différente. C'est forcément la même maladie. Et en effet, on fait relire les lames en termes du réseau REPS. C'est un synovélosarcome en 96. Ça confirme ce qu'on savait déjà. C'est une métastase abdominale du synovélosarcome en 2006. Alors, ce dossier est intéressant parce que ayez ce réflexe quand vous avez un synovélosarcome de suivre vos patients pendant 10-15 ans. Bob Benjamin qui m'avait dit ça il y a longtemps quand j'étais jeune, il avait vu des rechutes métastatiques 25 ans après. Le synovélosarcome est certainement le sous-type histologique, pourtant c'est un synovélosarcome, c'est une tumeur mésenchymateuse agressive, le VAR2, le VAR3, et curieusement, soit il y a un effet immunomodulateur de je ne sais quoi, il ne se passe rien pendant 25 ans ou 15 ans, et puis les patients qui rechutent très tardivement. Alors, si le chirurgien qui lui a fait une DPC avait fait un scanner corps entier, il se serait aperçu qu'il avait déjà des métastases pulmonaires et qu'il y avait une rechute au niveau de son pied. Donc elle a eu une DPC pour rien. On continue dans la... Vous croyez que c'est des cas isolés, mais c'est ultra fréquent, hein, des histoires comme ça. La prise en charge des sarcomes en France, il y a encore du boulot. Alors finalement, vous avez une femme qui est toujours jeune, qui a une métastase abdominale d'un synovélosarcome, et à la différence du liposarcome myxoïde, quand on a une métastase intra-abdominale dans les autres sous-types histologiques, on a une grande probabilité d'avoir des métastases pulmonaires ou ailleurs. C'est rare d'avoir une métastase exclusive, unique, au niveau du pancréas pour un synovélosarcome. Pas dans le liposarcome myxoïde. Si on lui avait fait une IRM du pied, il y a évidemment une rechute locorégionale avancée, et donc c'est la poursuite évolutive au niveau de son pied qui fait qu'elle continue à ensemencer depuis des années, au niveau du poumon et au niveau abdominal. Alors qu'est-ce que vous faites? Voilà sa rechute multifocale du pied. Autant dire que le pied est foutu parce que ça, il y en a partout, la structure osseuse, ça remonte. Ça c'est pour vous montrer une diapo que peu de gens connaissent parce qu'elle n'est pas encore publiée. Sur 2473 patients inclus dans 12 études randomisées en première ligne, les patients qui ont à la fois une rechute locorégionale et des métastases, c'est eux qui vont le plus mal. On a mal fou à contrôler à la fois les métastases, la rechute locale. Ils ont une survie de 10 mois dans toutes les études. Quand on a des métastases exclusives, bon c'est 13 mois maintenant, avec les essais c'est un peu plus que ça, et le rechute localement avancée, non métastatique mais inopérable, c'est pas bon non plus. Hein. Alors qu'est-ce que vous faites chez cette patiente? Là, elle n'a jamais été traitée finalement. On a métastase pulmonaire, métastase abdominale opérée, rechute locorégionale. Rechute locorégionale plus métastase pulmonaire. Vous proposez quoi à cette patiente? Anthracycline seule, toujours dans l'amputation et chimiothérapie. Chimiothérapie suivie d'un développement, chimiothérapie suivie d'une amputation, polychimiothérapie suivie d'une surveillance. Entre polychimiothérapie et monothérapie, vous faites quoi? Poly? Est-ce que tu vas l'opérer derrière? De nouveau. Là, on est en situation où, en effet, la situation loco-régionale va devenir très emmerdante. Et comme elle est métastatique, on va espérer qu'elle meurt plus vite de ses métastases que de couper la jambe par propreté. Quand on a une indication d'amputation chez quelqu'un qui est métastatique, c'est plus l'urgence de l'amputer. C'est à tout prix de conserver si la situation peut être très là. Bon, amputation pas. Pour l'instant, si on ne l'a pas fait il y a 10 ans, on le fait maintenant alors que métastatique. Hein. Entre polychimiothérapie et monothérapie, il faut mieux choisir une monothérapie. Comme on a une situation métastatique, ça nous arrive de le faire en métastatique pour éviter d'amputer quelqu'un qui va mourir de leur métastase, c'est d'essayer de contrôler au moins, de faire une perfusion d'isolement non suivie de chirurgie. Au moins pour essayer d'avoir un contrôle local au niveau de son pied, c'est quand même plus décent de mourir avec ses deux jambes ou ses deux bras que d'amputer. C'est-à-dire que l'autre jour, on a amputé quelqu'un, on l'a attendu trop longtemps, elle a revenu la première consultation, elle était déjà en situation de rechute, alors qu'on a attendu des années avant de l'amputer. On a amputé trop tard. Et d'amputer quelqu'un puis s'entendre dire que vous faites une rechute métastatique, c'est très dur pour les patients. Donc là, on sait que la situation est comme avec des métastases intra-abdominales, pulmonaires, on fait une chimiothérapie par anthracycline ou là. Le fait qu'il y ait la radiothérapie, ça n'empêche pas du tout la perfusion de l'élément. Non. Il faut surtout pas l'opérer derrière. Une perfusion de l'élément a surtout un intérêt si on peut faire quand même une exérèse des lésions résiduelles post-ILP. Si on fait une ILP seule,
c'est 100% d'évolutivité tôt ou tard, sauf les angiosarcomes, où ça peut vraiment il faut stériliser un foyer. Parce que c'est des rechutes multifocales, on ne va pas opérer derrière. Mais dans tous les autres sous-types, si on n'opère pas derrière un IFP, ça va. Rappelez-vous ça, là, les jeunes, quand on prend en charge la situation métastatique, dans 80-90% de nos patients, on est en situation palliative. Palliative, ça veut dire plein de métastases pulmonaires inopérables, 2 sites métastatiques, pulmonaire foie, poumon, os, ganglion, poumon, etc. Et là, il faut privilégier les monothérapies, il faut essayer de maintenir le plus souvent ces patients-là en vie, sans être trop toxiques. Si vous faites une polychimiothérapie là, vous utilisez d'emblée 2 drogues, 3 drogues, si vous faites du med, et in fine, vous rappelez-vous la diapositive que je vous montrais en situation palliative, aucun impact sur la survie globale quand vous faites une polychimiothérapie. Pour une maladie potentiellement curable, c'est le cas de tout à l'heure du liposarcome myxoïde, une métastase pulmonaire, 3 métastases pulmonaires opérables, une métastase intra-abdominale, il faut être agressif. Donc là, il faut faire une polychimiothérapie suivie de chirurgie avant de considérer les patients en situation palliative. C'est un algorithme. En fait, la première chose que vous posez quand vous voyez un patient en rechute métastatique, peut-on l'opérer, oui ou non? Si c'est non, c'est palliatif. 8% de ces malades-là seront en vie à 5 ans. Elle est morte en novembre 2013. Après 6 lignes de traitement successifs, vous voyez, elle a eu Doxo, 2 fois de l'ifosfamide. L'ifosfamide, vous en faites 6 cures. S'il y a un synovialosarcome, l'ifosfamide est la drogue de référence. 6 cures d'ifo, elle a répondu. Break, vous attendez 6 mois, 1 an avant que ça reprenne. Refaire de l'ifo. Trabectine 2 fois également. Prise, Pazo, gemcitabine, cyclophosphamide orale. Et finalement, elle avait rechuté quoi en 2006. Elle est morte 7 ans après, en situation palliative. Ça fait partie des bons cas. Plus l'intervalle libre est long entre le diagnostic initial et la rechute méta, plus vous pensez qu'elle va être aussi un peu longue en situation en phase palliative. La condition ne vous la tuez pas, le décès toxique. Voilà, donc ça c'est pour faire un petit peu de point avec vous sur les drogues qui sont à la disposition. Hein. 2007, ne tuez pas, le décès toxique. Voilà, donc ça c'est pour faire un petit peu de point avec vous sur les drogues qui sont à la disposition. Hein. 2007, en plus j'ai vécu vraiment plein pot, on avait développé la trabectine depuis 1999. Pendant 25 ans, on n'avait que la doxo et l'ifo. Hein. En 2007, l'AMM de la Bria c'est 74, l'AMM de l'ifosfamide c'est 82, et entre 82 et 2007, aucune autre drogue n'a été approuvée dans les sarcomes. 2007, trabectine pour tous les sarcomes, le pazopanib, première et seule drogue, seul facteur anti-angiogénique approuvé dans les sarcomes, sauf les liposarcomes. Les Américains n'avaient pas la trabectine pendant des années, ils ont développé ce protocole gemcitabine de Taxol. Quand vous prenez chaque drogue en phase 2, ce n'est pas forcément très efficace, le taxotere seul est totalement inefficace. Et la gemcitabine, s'il a une efficacité, se trouve dans les légumieux-sarcomes, mais l'association des deux est très utilisée aux États-Unis jusqu'en décembre 2015, il n'y a pas si longtemps que ça, où l'étude de trabectine versus dacarbazine a montré un impact significatif en faveur de la trabectine par rapport à la dacarbazine. Au Japon, pareil. Les rébulines viennent d'arriver, on en a parlé un peu avec Olivier, mais ne va être utilisé et remboursé que dans les liposarcomes. Pour l'instant, il n'est même pas remboursé. Il y a eu l'AMM scientifique à Londres en début d'année 2016, en fin d'année 2015. On n'est toujours pas remboursé. Dans le légumieux-sarcome, il y a toujours la possibilité de faire de la gemcitabine seule, ou l'association espagnole qui a démontré un gemcitabine dacarbazine est supérieur à d'éthicène seul. Donc l'apport de la gemcitabine, on a l'impression qu'il se passe quelque chose autour du gemza, surtout dans le légumieux-sarcome. Les sarcomes alvéolaires des parties molles, c'est 1% des sarcomes, on en a vu un aujourd'hui en consultation, je ne sais plus qui ont la particularité d'être excessivement sensibles aux facteurs anti-angiogéniques, excessivement chimio-résistants, mais pense 1% des sarcomes. Donc il y a 40 nouveaux cas par an en France, et une translocation X17 spécifique. Il faut y penser parce que ce sont des patients qui sont d'emblée métastatiques, qui sont toujours jeunes, hein, avec des translocations 10 ans de moins, des jeunes, qui sont souvent d'emblée métastatiques et qui évoluent très lentement. Il ne faut pas se précipiter. Mais
dans les recommandations de l'ESMO, on peut utiliser des facteurs anti-angiogéniques, quels qu'ils soient, hein, Pazo, même d'autres IB, le sunitinib, le ribofenib, et ainsi de suite. Ça marche dans ces sarcomes alvéolaires. Les angiosarcomes, on en a parlé avec Olivier, Taxol et gemcitabine, qui peuvent être en théorie même utilisés en première ligne, tellement ça marche. Surtout Taxol. Gemcitabine, gardez-le pour après, en deuxième ligne. Puis la dacarbazine et l'ifosfamide, qui sont des vieilles drogues. Avec l'arrivée de tous ces médicaments-là, c'est vrai qu'on utilisait, à une époque, on utilisait de l'ifosfamide à haute dose, pratiquement chez tous les patients qui progressaient après avoir reçu un IFO. Hein. On faisait du 9 grammes. Aujourd'hui, on les utilise principalement que dans les synovial-sarcomes et les undifferentiated, les sarcomes polymorphiques indifférenciés. Voilà. Des questions? C'est quel sous-type histologique avec translocation H? C'est dans les tumeurs myofibroblastiques inflammatoires. Je n'ai pas mis là. Vous savez combien, dans le dernier book de Anapat des sarcomes, il y a combien de sous-types histologiques de sarcomes différents? Il y a combien d'entités? Il y en a 107. 77% de tumeurs malignes, on appelle malignes, tumeurs mésenchymateuses malignes, agressives, et 28 de tumeurs de grade intermédiaire de malignité. Les tumeurs mésenchymateuses, mais de grade intermédiaire de malignité. Et ils mangent les téléopithéoïdes, qu'est-ce qu'il y a comme grade intermédiaire, les tumeurs desmoïdes, hygromatoses qui sont considérées comme intermédiaires. 107 différentes. Donc la majorité, pour les légumiosarcomes, c'est 20-25% de tous nos sarcomes. Les légumiosarcomes, il y a des légumiosarcomes à la fois viscéraux et des tissus mous. Les utérins, par exemple, donc ça fait 25% de nos patients, 20-25% sont des légios. 20-25% sont des liposarcomes. Donc déjà, rien que les L, ce qu'on appelle L-sarcoma, lipoléo, quand vous regardez la littérature, c'est 40 à 50% des patients inclus dans les essais thérapeutiques ont un L-sarcoma. Après, il y a les synovial-sarcomes qui sont à 8-10%. On oublie les GIS qui sont les plus fréquents. Hein. Je parle dans les sarcomes des tissus mous. Donc c'est léiolipo, synovialo, UPS. Donc ça veut dire que malgré l'apport de la biologie moléculaire, l'anapath, etc., on est incapable de porter un... C'est devenu une entité undifferentiated. Plus c'est indifférencié, moins on sait, enfin, on ne sait pas à quelle structure développe cette tumeur mésenchymateuse, mais ça reste une entité de 10% à peu près, qui sont peut-être possiblement plus immunogènes que chimiosensibles. Après, il y a les angiosarcomes, les MPNST, c'est l'ancien neurosarcome, c'est la maladie de von Recklinghausen qui développe plus de neurosarcomes. Après, on est dans les raretés. Hein. Les raretés, c'est le sarcome alvéolaire des parties molles, c'est même le liposarcome myxoïde, c'est une variété du sarcoma, mais plus on avance dans nos connaissances et plus on a affaire à des niches. Et c'est très difficile de monter des programmes thérapeutiques. Je discutais l'autre jour avec Fabrice André et Soraya pour monter des programmes d'études randomisées, par exemple dans les cancers bronchiques ALK positifs. C'est 4% des tumeurs bronchiques. Ils se posaient des questions métaphysiques pour poser une étude randomisée dans les 4% de cancers bronchiques. 4% de cancers bronchiques, c'est quand même... Il y a 40 000, 45 000, 50 000 nouveaux cas de cancer bronchique. Si on prenait 5%, ça veut dire 2000. 2000, c'est la moitié de nos sarcomes. On fait des études randomisées sur, je ne dis pas 50 cas, mais 100 cas. On peut largement, même dans le sein, même dans les tumeurs plus fréquentes, 5 à 10%, c'est un chiffre qui est beaucoup plus élevé que n'importe quel sous-type histologique de chaque sarcome. Donc il ne faut pas hésiter. Ok. Merci beaucoup, merci Axel, merci Olivier pour ces présentations de grande qualité. Merci à tous d'être venus nombreux ce soir. Je ne sais pas si on a des annonces particulières à faire pour le bureau. La prochaine soirée, au mois prochain, c'est sur Poumon. Et puis en mars... Comment ? Le 16 février. Et puis en mars, la thyroïde vin fromage. On organisera avec Perdé. Voilà, je ne sais pas si on avait d'autres choses à transmettre.